Bonjour et bienvenue dans le quatrième chapitre du cours de gestion de production intitulé Le juste à temps. Dans les chapitres précédents, nous avons abordé les problématiques de gestion de stock et de planification dans le cadre de ce qu'on appelle une organisation classique. C'est-à-dire que les décisions sont prises afin d'optimiser un ou plusieurs indicateurs de performance clés comme le coût de stock, le taux de satisfaction du client, le nombre de commandes fabriquées sans retard, par exemple, sous certaines contraintes comme les temps d'obtention, la capacité de production, etc. Dans ce chapitre, nous allons découvrir une autre vision des choses, donc une vision qui nous vient du Japon et qui vise à agir sur l'environnement industriel en changeant ce qu'on considérait auparavant comme étant des contraintes à respecter. Donc aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut agir sur les contraintes. Ces changements donc, ont pour objectif d'améliorer les performances des entreprises et de répondre à l'enjeu grandissant de réactivité bien évidemment toujours à moindre coût. Donc afin de comprendre la vision du juste à temps, plaçons-nous d'abord dans le contexte historique où cette philosophie a émergé. Donc souvenez-vous, on en a brièvement parlé dans l'introduction du cours de Supply Chain Management. Nous sommes dans la période de l'après-deuxième guerre, c'est-à-dire entre 1945 et 1973. C'est ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Donc, compte tenu de la forte croissance économique de l'époque, une forte croissance qui est caractérisée par une forte demande à laquelle on a pu faire face en utilisant le modèle traditionnel d'inspiration taylorienne, qui recherche la productivité du système de production pour obtenir des coûts de revient les plus bas possibles. Donc, en 1973, première crise pétrolière, la consommation baisse, le marché mondial connaît des profonds changements. D'abord, la concurrence devient de plus en plus importante pour les entreprises du fait de la mondialisation de l'offre des produits. Avec la libération générale des échanges commerciaux, des échanges commerciaux donc dans les accords de l'Organisation mondiale du commerce, il n'existe plus de marché réservé et donc la concurrence peut venir de n'importe quel pays du monde, aussi bien des pays développés, comprenez donc l'Europe et l'Amérique du Nord, que des pays en voie de développement à l'époque et en particulier de l'Asie. Donc le consommateur a maintenant plus de choix, des produits européens, des produits américains, des produits chinois, etc., qui se battent pour satisfaire au mieux et donc forcément les exigences de ce client deviennent de plus en plus élevées. Il ne se contente plus de la Ford T noire, souvenez-vous, il veut une voiture plus à son goût, par exemple avec une motorisation, une couleur, des options qui soient à son goût. Donc si l'on traduit ça en jargon industriel, pour satisfaire au mieux la diversité du besoin de chaque segment de clientèle, il faut proposer une gamme de produits de plus en plus large avec tout ce que cela implique comme coûts supplémentaires en termes de gestion de stock, de frais liés au changement d'outils, mais sans que cela s'impacte bien évidemment sur le coût final du produit parce qu'il y a de la concurrence en face. Donc sous la pression du marketing, le système de production et de distribution doit être capable de prendre en compte une variété de produits toujours plus grande sans que le coût de revient n'augmente. Hein, compliqué. Hein. Enfin, la durée de vie commerciale de nombreux produits diminue. Pour répondre donc aux attaques des concurrents et poursuivre l'évolution technologique ou les besoins de la clientèle, il faut offrir sans cesse de nouveaux produits et des produits sur mesure, personnalisés, etc. Donc ça va très vite. Pensez à la mode, au secteur de la téléphonie mobile, de l'informatique, où les produits anciens doivent être remplacés régulièrement, faute de quoi l'entreprise perdra ses parts de marché au bénéfice de produits plus récents.
Donc le système de production, pour récapituler, il doit être capable de fabriquer sur mesure des produits au goût du client avec une qualité parfaite, dans des délais courts, avec une réactivité qui s'adapte à la demande du client, et tout cela bien évidemment au coût le plus bas possible. À l'époque de l'émergence du juste à temps, au Japon, ce qui est un pays ravagé par la guerre, les Japonais travaillaient à redresser leur économie, mais très peu avaient les moyens, par exemple, de s'offrir une voiture. Donc, fin des années 40, le pays comptait 1900 immatriculations neuves. Alors, sur ces 1900 immatriculations, 1500 étaient des véhicules japonais. C'est un marché qui est très restreint. Juste pour avoir une idée comparative, à la même époque, aux États-Unis, ils fabriquaient 6 600 000 voitures. Donc les 1500 les 1500 japonais, c'est un marché vraiment très restreint. Donc le constructeur automobile national, qui est Toyota, avait comme challenge de produire des séries courtes, parce que le marché était restreint, mais à des coûts suffisamment bas pour concurrencer les Américains, hein. Sinon, les Japonais allaient chercher à acheter des voitures américaines si les voitures japonaises étaient beaucoup trop chères. Donc maintenant, les Américains, eux, ils bénéficiaient d'énormes quantités, donc d'un marché très étendu. Donc ils bénéficiaient d'économies d'échelle pour les achats, pour les moyens de production, pour les transports, etc. Donc l'enjeu est grand. Et pourtant, Toyota dit souhaiter rattraper les Américains en 3 ans. Donc c'est un pari qui a été réussi, mais en beaucoup plus de temps. Donc ça a pris plus de 50 ans. C'est en 2007 que Toyota est devenu premier constructeur automobile au monde, grâce finalement à un ingénieur de chez Toyota qui s'appelle Taishi Ono et qui est le père de ce qu'on appelle le système de production de Toyota, donc Toyota Production System, plus connu donc sous le nom du juste-à-temps, le juste-à-temps en fait est l'un des composants du système de production de Toyota. Celui-ci a relevé donc un grand défi. Taishi Ono, il a relevé un grand défi qui est que faire pour augmenter la productivité quand les quantités n'augmentent pas. On a des petites séries et on souhaite avoir les avantages en fait des grandes séries. Donc il a apporté une réponse qui est un peu originale. Donc il faut fabriquer rapidement, éliminer les coûts inutiles et vendre les voitures dès leur sortie d'usine pour éviter les frais de stockage. Donc il faut chercher absolument à réduire les stocks, à avoir un zéro stock et faire rentrer de l'argent frais. Donc c'est un état d'esprit qui est tout à fait compatible avec la réalité et les contraintes japonaises, relatives par exemple à l'exiguïté de l'espace disponible. Ils ont peu d'espace en général et l'absence quasi complète des ressources minières et énergétiques, donc les ressources sont précieuses. Il faut donc faire en sorte de faire la chasse à tout ce qui ne contribue pas directement à la valeur d'un produit et qui est donc considéré comme un gaspillage. Donc il faut faire la chasse au gaspillage, il faut produire ce dont on a besoin au moment où on a besoin, ni trop en avance car cela crée des stocks inutiles qui coûtent cher et qui prennent de l'espace de stockage, ni en retard car cela causerait des arrêts de production qui sont trop coûteux encore une fois, voire même une insatisfaction et un mécontentement du client. Donc ça paraît un peu trivial dit ainsi, mais c'est un concept qui est très rigoureux, qui agit à la fois sur l'organisation du travail et sur tous les postes de dépenses, depuis les approvisionnements jusqu'à la distribution aux consommateurs, donc tout au long de la chaîne logistique. Donc le concept du juste à temps est tellement révolutionnaire qu'à partir des années 70-80, il est importé en Occident et appliqué dans un grand nombre d'entreprises avec des résultats plus ou moins contrastés quant à sa réussite totale, car il y a toujours cet aspect un peu culturel qui fait que ce qui marche au Japon ne marchera pas forcément ailleurs.
Néanmoins, donc, dans la démarche du juste à temps, en appliquant donc la démarche du juste à temps, on a en fait des résultats toujours bénéfiques car ça impose de faire des améliorations dans de nombreux secteurs, ce qui conduit toujours à une réduction globale des coûts, hein. Donc, pour illustrer le juste à temps, on fait souvent cette analogie maritime qui consiste à voir l'entreprise comme un bateau qui navigue dans une rivière. Donc en tout cas, Taishi Ono le représentait comme ça. Donc le niveau de l'eau représente le niveau de stock qui protège l'entreprise contre différents facteurs d'incertitude comme les pannes, les absences du personnel, les défauts d'approvisionnement, les défauts qualité dans la production, les temps de changement de série. Donc tous ces ennemis de la production sont représentés par des récifs. Euh, alors, ces récifs-là, donc, dans l'approche traditionnelle, les récifs correspondent au contexte technologique et organisationnel qui sont considérés comme des contraintes du problème. Donc, on fait avec ces contraintes-là, on essaie un peu de zigzaguer. Euh, lorsque, lorsque le niveau de l'eau baisse et que des récifs deviennent apparentes, il faut faire avec, il faut naviguer en zigzagant, ce qui rend la navigation difficile et augmente donc les risques d'accident. Les responsables industriels considèrent alors que plus le niveau de l'eau est élevé, plus on est tranquille, on se cache les problèmes, on n'essaie pas de les résoudre. Taishi Ono, lui, propose au contraire de faire baisser le niveau de l'eau pour laisser apparaître les récifs. Et il faudra alors absolument les éliminer pour pouvoir continuer à naviguer. Donc il propose une approche qui va permettre d'éliminer tous ces récifs-là. Donc l'approche du juste à temps, elle cherche à modifier finalement le contexte technologique et organisationnel et non pas le considérer comme des contraintes. Donc on va abaisser, comme j'ai dit, le niveau de l'eau petit à petit. Dès qu'un récif apparaît, on le détruit sur une hauteur qui va me permettre de reprendre sereinement la navigation. Et une fois tous ces récifs apparents supprimés, on peut baisser encore un peu le niveau de l'eau et détruire les récifs apparents encore, et ainsi de suite, jusqu'à finalement tendre vers l'objectif recherché par le juste à temps, qui est le stock zéro, et qui, selon les Japonais, est le bon niveau de stock. Donc dans une entreprise où on voudra appliquer le juste à temps, on baissera le niveau de stock graduellement et on cherchera à éliminer les anomalies qui apparaissent en mettant en œuvre tout un ensemble de techniques qui permettront le travail avec un stock plus réduit, voire pas de stock du tout. Donc pour récapituler, le juste à temps se définit comme une philosophie de production qui est basée sur l'élimination systématique des gaspillages, donc des récifs, et l'amélioration continue de la productivité. Ainsi, donc, ce n'est pas une méthode, donc la méthode du juste à temps, ce n'est pas une méthode qu'on va appliquer une seule fois et se dire c'est bon, on a atteint l'optimum. C'est une approche qui s'inscrit dans le cadre d'une philosophie de progrès continu. En japonais, ça s'appelle le kaizen, vous en avez sûrement entendu parler. Donc souvenez-vous, on abaisse de manière itérative et graduelle le niveau de l'eau, on élimine les récifs qui apparaissent jusqu'à... on le fait donc de manière itérative, une fois, deux fois, trois fois, etc. Jusqu'à tendre vers l'objectif ultime qui est le zéro stock, hein. Donc lorsqu'on fabrique un seul produit, souvenez-vous de l'exemple de la four de thé par exemple, hein, il est aisé de mettre en place des lignes de production qui travaillent de façon continue et sans stock. Donc on n'a pas de variété à gérer, donc on n'a pas de changement fréquent de réglage de machine, on n'a pas besoin d'un personnel polyvalent, on n'a pas de stock important de matières premières ni de produits finis qui absorbent toutes les ressources financières de l'entreprise, etc. Donc c'est facile, sauf qu'actuellement la production dans la plupart des industries n'est pas suffisamment répétitive pour organiser une chaîne monoproduit comme celle d'Henry Ford. Donc l'idée du juste à temps, c'est justement de faire circuler le flux comme si l'ensemble de la supply chain
et donc en particulier le système de machines, était une chaîne d'Henry Ford, alors que physiquement, les machines et les entités de la supply chain restent indépendantes. Hein. Donc on fait des petites séries avec une grande variété, des petites quantités personnalisées de référence, tout en cherchant l'avantage de la grande série. Donc pour cela, on applique l'équation fondamentale du juste à temps, hein, c'est celle-là, qui est la production égale à la demande. C'est-à-dire que tout maillon de la chaîne logistique, qu'il soit fournisseur, producteur, transporteur, produit ou livre à quantité strictement nécessaire pour satisfaire au bon moment les besoins immédiats de son client, hein, c'est-à-dire le maillon aval dans la chaîne logistique. Ni plus ni moins. Donc appliqué de proche en proche sur tous les maillons de la chaîne logistique, depuis le fournisseur du fournisseur jusqu'au client du client, ce principe entraîne un fonctionnement sans stock, à l'exception bien évidemment des pièces en cours de production ou des pièces en cours de transport. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle la gestion en flux tendu. Donc l'impact de ce fonctionnement en flux tendu, comme nous le verrons dans la suite, c'est aussi de faire circuler un flux rapide qui s'adapte aux variations quantitatives et qualitatives de la demande dans un environnement, on a vu, dans un environnement commercial qui est complexe, qui est rapidement fluctuant, qui change très très rapidement, etc. Donc, juste une remarque avant d'enchaîner. Donc, la mise en place d'un fonctionnement en flux tendu en adéquation avec l'approche du juste à temps ne dispense pas de l'établissement d'un plan directeur et du calcul des besoins qu'on a vu dans le chapitre précédent. Car même en travaillant en flux tendu, on doit pouvoir déterminer les besoins à partir des prévisions et des commandes, souvenez-vous, pour passer par exemple des marchés avec des fournisseurs pour des composants à long délai d'approvisionnement ou pour lancer des fabrications dans le cycle de dont le cycle de fabrication est long. Hein. Donc, le juste à temps n'est pas complètement en contradiction avec la planification qu'on a vue dans le chapitre précédent. C'est même complémentaire comme approche. D'accord. Concrètement, quand on va mettre en place une organisation juste à temps, comment est-ce qu'on doit s'y prendre ou comment est-ce qu'on va passer d'une organisation dite classique à une organisation juste à temps? Eh bien, il existe un ensemble de conditions qui doivent être réunies pour pouvoir se permettre le luxe de converger vers le zéro stock. Et ces conditions-là, on les regroupe en trois catégories. D'abord, la mise en place de méthodes de gestion très réactives, c'est-à-dire la mise en place du principe des flux tirés qu'on a expliqué tout à l'heure. Grâce principalement à une méthode qu'on appelle la méthode Kanban et qu'on va voir tout à l'heure. Donc le deuxième facteur est la recherche de flexibilité, c'est-à-dire la capacité du système de production à s'adapter en permanence à la demande. Et puis le troisième et dernier facteur, c'est la maîtrise des aléas en agissant sur les causes profondes de l'existence du stock pour espérer l'éliminer. C'est-à-dire qu'on va chercher une protection contre les divers aléas possibles comme une pièce reçue défectueuse, un retard de livraison, une panne machine, etc. Donc on va commencer par la première catégorie qui sont les méthodes de gestion réactive.